Nous, à Secret Toxique, on a une approche où on culpabilise pas du tout les agriculteurs parce qu'en fait, ils sont emprisonnés dans un système qui leur laisse pas vraiment le choix au final de leur méthode de production. Au niveau des revenus, il y a des énormes problèmes pour les agriculteurs. Au niveau de l'utilisation des produits, ben, si on leur enlève forcément, ça va être compliqué pour eux parce que pour s'adapter, par exemple, si on veut se lancer dans l'agriculture biologique, c'est pas aussi facile que ça se fait pas en claquant des doigts. Donc parfois ils sont dans des impasses clairement. Et donc nous en fait le but du message c'est de dire ok vous utilisez ces produits mais vous prenez un risque en les utilisant et il faut pas prendre comme du pain béni en fait tous les produits qu'autorisent les agences. Et quand on leur explique ça, quand on leur dit c'est pas vous les empoisonneurs mais vous êtes aussi victimes d'un système, et d'ailleurs les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides et c'est eux qui subissent en premier les conséquences néfastes pour la santé. Quand on leur explique ça, quand on leur explique dans le détail en fait le fonctionnement de l'autorisation des produits, forcément eux ils reçoivent quand même mieux le message que si on leur dit bah, t'es un empoisonneur, tu rends malade nos enfants, etc. Donc c'est aussi une question d'approche et quand ils comprennent ça, forcément je pense que ça les met dans une autre posture vis-à-vis des associations aussi. Parce qu'il peut y avoir quand même parfois des tensions entre les associations environnementales et les agriculteurs. Et donc je pense que sur ce point-là, c'est important d'avoir une approche qui n'est pas culpabilisante forcément pour ces personnes. Est-ce qu'il y a des questions? Super, monsieur. Oui, d'accord, mais pour dire quand même les paysans, bon, il y a quand même très longtemps, il y a quand même des paysans qui sont mis dans la bio. Bon, ils ont décidé d'eux-mêmes, les autres paysans, ils peuvent très bien faire ça aussi. Et les paysans qui font de la bio, ils sont souvent attaqués par les paysans qui vont empoisonner le monde. Et dernièrement, bon, il y a peut-être 5 ou 6 ans, une association qui avait aidé un paysan, parce que les autres paysans, un paysan qui faisait des chèvres, il y avait des brebis en bio, ils les ont tués. Ils ont tué les brebis parce que le mec, il leur faisait un peu de la concurrence. Alors les autres paysans, ils sont mauvais, ils sont méchants. Alors il ne faut pas dire qu'ils sont, ah, c'est pas de leur faute. Bon, moi, j'ai pas d'argent, je vais pas m'acheter une Rolls-Royce. Parce que j'ai pas d'argent. Il faut un moment quand même qu'ils réfléchissent, puis ils voient bien le monde dans lequel on est. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien du tout. Il y a un moment, et puis en plus, quand on voit même à la télévision des reportages où le paysan qui dit « Ah non, non, mais ces poules, je mets du maïs pour moi, mais les autres qui sont entassés, c'est pour la vente. Oui, oui. Oh, ils savent très bien ce qu'ils font. Il faut arrêter de... Oui, après, je suis d'accord sur le constat du coup, des effets des pesticides. Mais en fait, c'est difficile pour nous d'avoir une approche où on va taper sur les agriculteurs, puisqu'en fait, ça va être contre-productif pour nous. On ne peut pas les attaquer frontalement sur ce sujet-là, même si, voilà, nous aussi, on est pour que les paysans se convertissent au bio, forcément, puisque c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt de tout le monde qu'ils le fassent. Mais c'est-à-dire que, déjà, quand on aborde des personnes qui ont vu leurs parents cultiver de cette manière, en conventionnel, avec les pesticides, et si on les approche avec frontalement en leur disant tu empoisonnes la terre, etc., ils vont encore plus se braquer et ils vont pas nous écouter. Que si justement on replace dans le contexte global et aussi en rappelant les carences qu'il peut y avoir dans l'évaluation des produits, ça peut peut-être aussi les faire réfléchir en se disant ben ouais, ce que j'utilise c'est pas forcément bon pour moi ni pour mes enfants, et donc ils vont peut-être réfléchir à 2 fois et peut-être réfléchir à se convertir justement. Je pense que cette approche frontale, elle est un peu trop radicale et peut-être nous desservirait en fait sur le long terme. Ouais. Quand tout le monde sera malade, on change. Le but n'est pas de dire que les paysans continuent d'empoisonner tout le monde, hein. C'est pas du tout le but de Secret Toxique, loin de là. Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas y aller de façon frontale. En même temps, bon, je rejoins un petit peu le camarade qui vient de parler là. Il suffit de lire le livre Silence dans les champs, c'est l'histoire en Bretagne sur 60 ans d'agriculture. C'est effarant. Les personnes qui veulent faire autrement, comment ils se font attaquer. Et ceux qui attaquent, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, par contre, il y en a plein qui, effectivement, ne font pas autrement parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de faire autrement. Ils voudraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont en difficulté, ils ont des petites fermes.
mais il y en a beaucoup qui savent très très bien ce qu'ils font. Il y a quand même un paysan qui vient d'être, de la Confédération paysanne, qui vient d'être tué en Corse. Donc quand même, il y a quelque chose qui déraille vraiment, quoi. Et bon, enfin bon, voilà. Alors, sans aucune prétention par rapport à la sociologie du monde paysan, je pense que c'est un monde qui a énormément évolué aussi. Hein. Les petites exploitations, les petits paysans tels qu'on les connaissait sont de moins en moins nombreux. Donc les surfaces se sont agrandies et derrière, donc, on a des grands groupes. Et donc effectivement, je pense qu'il y a des modes de production qui ont évolué et qui ne sont pas le fait d'individus, de paysans et d'agriculteurs. Et il y a un autre sujet en matière d'agriculture, c'est quand même la transmission. Et là, dans toutes les familles, en fait, aujourd'hui, le peu de familles qui existent, on sait qu'il est très difficile d'envisager la suite au sein de la famille. Et depuis quelques années, on parle, enfin si on doit utiliser encore une fois un terme un peu technique, des NIMA, des non-issus du monde agricole qui s'installent. Et la plupart du temps, effectivement, c'est souvent des citadins qui décident de se reconvertir ou voilà, de se lancer dans l'agriculture. Et la plupart du temps, c'est une agriculture responsable. C'est une agriculture raisonnée. Voilà, c'est des gens qui savent, qui sont engagés et on les aide et on les accompagne pour ça. Donc je pense qu'en matière de pédagogie, il faut aussi se dire qu'on est dans un système, dans une sociologie, un monde qui a évolué. On ne parle plus aux mêmes personnes, en tout cas les personnes en question, les agriculteurs, les paysans, n'ont plus les mêmes marges de manœuvre en fait, pour agir. Et c'est ça aussi, enfin d'ailleurs, je me tourne vers le sociologue. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez étudié aussi par ailleurs, hein, mais je pense que, voilà, que comme pour le reste, en fait, il y a un sujet de transition plus global à appréhender. Oui, alors c'est pas un sujet que j'ai moi personnellement étudié, mais les collègues le font très très bien. En fait, il faut approcher ça effectivement, sociologiquement, ce qui veut dire que en fait, l'agriculteur seul, individuellement, ne décide pas, ne peut pas décider en fait, du jour au lendemain de se passer d'un pesticide ou d'en utiliser un plutôt qu'un autre, etc. Il n'est pas, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas libre de ses décisions et de ses manières de produire, mais il est très lié, il est dans un réseau, dans un tissu d'interdépendance. En fait, comme on l'est tous, mais un agriculteur l'est particulièrement. Il est lié à une coopérative qui lui fournit les moyens de produire. Il est lié à un système financier, à une banque qui le finance. Il est lié aussi à des chambres d'agriculture qui lui disent comment travailler. Il est lié... Voilà, il est dans un réseau comme ça de contraintes et au fait il peut, voilà, oui effectivement un système financier de subventions, ça existe moins, mais bon, il y a toute une série de contraintes avec lesquelles il évolue. Donc en fait il peut passer en bio s'il y a plus qu'un des éléments de tout le système qui le fait évoluer. C'est-à-dire si il a un financement s'il a des subventions qui sont liées à ses pratiques environnementales, s'il a une banque qui peut-être va venir financer l'agroécologie, s'il a une coopérative voilà, tournée vers un autre modèle, s'il a un syndicat aussi qui le... voilà, donc il faut effectivement bien comprendre dans quelles interdépendances au fait l'agriculteur individuellement il se situe, dans quel système il se situe et dans quelle mesure est-ce que le système d'ensemble, en tout cas local, pour dire le territoire ou la filière dans laquelle il est inséré, peut évoluer. Et donc effectivement je renvoie à l'enquête de Nicolas Gendre Silence dans les champs qui démontre voilà, très très bien, en regardant en Bretagne particulièrement, que bon, si on regarde l'ensemble des acteurs qui déterminent comment est-ce qu'on produit des aliments, entre les coopératives, les banques, etc., tout ce que j'ai cité, la majorité des acteurs veulent plutôt continuer à produire de la même manière qu'on a produit depuis un certain nombre d'années. Et donc l'agriculteur qui veut sortir de ce modèle-là doit
doit déployer des trésors d'énergie et de ressources pour y parvenir. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, si des associations arrivent par là-dessus, avec toutes les contraintes qu'ils ont pour dire mais changez, allez-y, vite, plus vite, on a besoin, ça, a priori, ça, ils le vivent comme une contrainte de plus, et c'est ce qu'ils expriment d'ailleurs, et ça crée un blocage de plus, in fine. Comme les eaux. Oui. Je pense qu'il y a une des choses importantes, c'est par rapport... là, on voit qu'il y a des reculs qui sont faits ces dernières années avec le mouvement agricole qui finalement a été un peu détourné. Enfin, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se battaient pour le revenu des agriculteurs et finalement, ça s'est traduit par des revendications de la FNSEA qui étaient plutôt sur réduire les contraintes environnementales, qui finalement ont été plus mis en avant que le revenu des agriculteurs. Et je pense que par rapport à ça, une des choses qui manque, c'est effectivement une mobilisation citoyenne forte pour contrebalancer ce mouvement d'agriculteurs finalement qui a été récupéré par la FNSEA. Et je pense que le pouvoir public a quand même un impact fort sur la manière dont il va ou pas agir sur la politique de sortie des pesticides. Parce qu'il y avait des objectifs qui étaient un peu ambitieux et finalement, là, le gouvernement a reculé, a changé les instruments de mesure sur l'impact des pesticides. Et il y a 9 milliards d'euros par an qui sont donnés par la PAC et qui, beaucoup, va agir sur quel type d'agriculture on défend. Et je pense que là, je pense que c'est important que les citoyens se mobilisent. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'effectivement qu'il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne plus importante et puis... Déjà, au niveau sensibilisation, je pense que oui, c'est très important, puisque plus il y aura de gens qui seront au courant des problèmes, plus on pourra faire pression aussi sur le monde politique pour qu'il puisse agir, puisque de toute façon, on n'aura pas de réelle transition agricole sans une vraie volonté politique. Et donc, sur ça, c'est vraiment très très important. Et c'est aussi important de bien voter, puisque on le voit bien, nous, dans notre travail avec Secret Toxique, c'est pas les députés de tous les groupes qui vont nous aider, hein. C'est les députés écologistes et les députés de gauche en général. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de prendre en compte aussi la dimension politique. Et au niveau des actions individuelles, déjà, je pense acheter bio, cuisiner, c'est très bien aussi. Il faut aussi s'investir dans des associations, dans des collectifs qui travaillent à dénoncer ça. Donc je pense au Coquelicot de Paris, hein, si vous voulez adhérer et vous investir auprès d'eux. Aussi pour les personnes qui sont concernées directement, je pense aux riverains, ils peuvent monter des collectifs de riverains pour se mobiliser localement aussi et agir à leur échelle. Sinon, il faut également... qu'est-ce qu'il faudrait faire encore ? Diffuser l'information tout simplement, hein, diffuser le film, le partager, faire tourner l'information, c'est vraiment très très important pour nous. Puisque sans ça, on n'arrivera pas à faire monter la pression politique pour faire changer les choses. Donc voilà, on compte sur vous. En question de mobilisation aussi, voilà, j'ai parlé de cette loi qui va être votée ce printemps à l'Assemblée nationale, qui va encore davantage confirmer cette emprise de l'agrochimie sur le travail de l'ANSES et son indépendance. Mais cette loi aussi, elle est problématique pour plein de raisons, et notamment, elle vise à réautoriser des néonicotinoïdes en France qui sont autorisés au niveau européen. Donc c'est bien sûr très problématique. Donc on va se mobiliser aussi, Polynice, contre ces deux propositions, en tout cas de cette loi. Donc vous pouvez suivre nos actions pour soutenir aussi de notre combat contre l'adoption de ces propositions au printemps, notamment nos actions auprès des députés qui vont venir. Oui, donc pour les néonicotinoïdes, parce que je ne sais pas si je peux... Les néonicotinoïdes sont un très bon exemple des défaillances si nombreuses de cette évaluation des risques, puisqu'ils ont été à l'origine autorisés puisqu'ils avaient été mal évalués, avec des tests très lacunaires.
et lorsque des recherches indépendantes ont démontré leur toxicité multiple sur les abeilles, c'est là qu'on a pu obtenir de l'Union européenne et au niveau français aussi leur interdiction. Bon, comme ils sont plusieurs, en tout cas au niveau européen, 2 sont encore autorisés. En France, on a réussi à tous les faire interdire en 2023. Donc cette loi aussi, la proposition de cette loi, c'est un vrai déni de démocratie et de science, puisque leur toxicité a été démontrée. Il y a une mobilisation citoyenne pendant plus de 10 ans pour les faire interdire, et aujourd'hui on souhaite tout balayer comme ça d'un revers de main. Et donc en plus, comme vous disiez, vous parliez, ces autorisations, évaluation autorisation des pesticides se faisaient dans l'opacité, dans les portes closes des institutions jusqu'à récemment. C'est en grande partie grâce au combat des apiculteurs qui ont vu qu'à partir de l'introduction des néonicotinoïdes dans leurs champs, les abeilles, les colonies d'abeilles étaient décimées par centaines. Ils se sont invités au sein des comités chargés d'élaborer ces tests pour se rendre compte qu'en fait, il n'y avait que les représentants de Monsanto, Bayer et compagnie qui élaboraient les tests. Donc non seulement l'agrochimie réalise les tests, mais elle écrit les règles du jeu en élaborant, en rédigeant ces tests. Donc c'est aussi pour ça, comme je disais tout à l'heure, le combat de Polynice aussi qui nous anime depuis plus de 10 ans, à faire adopter des tests à jour, plus complets, rédigés par l'EFSA elle-même, l'autorité sanitaire européenne. Et on a le blocage ensuite politique au niveau de la commission dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois, j'ai fait un gros détour, mais il y a un vrai sujet néonicotinoïde, malheureusement. Il faut se mobiliser aussi ce printemps, voilà, contre cette loi. Non, mais ce que vous dites est important parce que une des grandes évolutions, et je reviens à un de mes fils rouges, je vous disais que ces histoires d'évaluation, d'autorisation des pesticides se sont longtemps faites dans une certaine opacité, en tout cas entre administration, les entreprises concernées, quelques scientifiques. Voilà, ce qu'on voit depuis 10-15 ans, c'est que le sujet se politise et que beaucoup de parlementaires s'en saisissent, y compris dans des dimensions très techniques, les dimensions de tests dont vous parliez. Et donc on voit les parlementaires, et beaucoup des parlementaires que la campagne ici a comme relais, se saisissent du sujet, vont voir les agences, etc. Et donc ça c'est la grande différence par rapport à il y a 20 ans, 30 ans. Les parlementaires, un certain nombre de parlementaires en tout cas, se sont saisis du sujet. Le sujet est politisé. C'est grâce à ça que les néonicotinoïdes notamment ont été interdits en France et un peu réduits dans leur usage au niveau européen, parce que des parlementaires se sont fait le relais d'associations, d'apiculteurs, de chercheurs indépendants en se disant il faut agir. Et donc voilà, c'est une bonne chose finalement. Le sujet a été politisé, il est au Parlement, donc il est ouvert au public, on peut s'en saisir. Il n'est pas laissé au lobby. Par contre, effectivement, les parlementaires continueront de s'en saisir si derrière ils sentent effectivement qu'il y a des mobilisations de citoyens et de leurs électeurs. Donc voilà, ça fait partie ce sujet s'est progressivement politisé. Avec encore une fois l'investissement des parlementaires, et c'est ce sur quoi par quoi on peut continuer de faire évoluer les choses probablement. Évidemment, les industriels se sont constitués en tant que marchands de doute, déjà avec le tabac, mais c'est la même chose avec les pesticides. Évidemment qu'ils essayent d'instiller le doute, notamment quand on regarde par exemple l'IPBES, qui est l'institut, un peu le GIEC de la biodiversité. Il cite toutes les causes de disparition de la biodiversité. Alors, on a les chats qui vont manger les oiseaux, on a toutes sortes de causes, mais à aucun moment on ne parle des pesticides comme cause de disparition de la biodiversité. C'est quand même un peu lunaire. Donc oui, forcément qu'ils investissent la science, et quand on regarde l'IPBES, par qui elle est financée par Bayer. Donc forcément, il y a conflit d'intérêts, il y a les lobbies aussi qui jouent derrière tout ça. Et forcément, pour les associations, on doit aussi se battre et essayer de trouver des connaissances scientifiques à mettre en face qui prouvent justement l'influence des pesticides
dans la disparition des insectes, des pollinisateurs, dans les effets sur la santé, etc. Et oui, c'est, comme j'ai entendu dire, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, puisque justement dans les études qui sont prises en compte au niveau de l'évaluation, il y a des protocoles, comme tu le disais David, qui doivent être respectés. Et en fait, ces protocoles, ils ont été élaborés il y a parfois 40 ans avec l'aide déjà des industriels qui donc ont mis le nez dans l'élaboration de ces protocoles pour justement qu'il y ait certains effets qui soient occultés. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros problème pour nous, puisque sans parler même du lobbying intensif qu'ils font dans les institutions, il y a déjà tous ces protocoles qui ont été influencés à la base, et donc maintenant c'est ancré dans le système et c'est très difficile à faire changer. Pour conclure sur une note positive, j'aimerais reprendre, comme c'est dans le documentaire, vous demander très court à tous les trois si du coup vous êtes optimistes. Oui, il faut être optimiste. Oui. Oui, il faut continuer. Déjà de se renseigner, d'être au courant, de comprendre, c'est déjà faire avancer les choses, et ensuite, mais ça ne s'arrêtera pas. Oui, oui. Bah oui, évidemment, il faut être optimiste. De toute façon, on mène chaque bataille avec tout ce qu'on a, et puis on espère que ça passe. Donc forcément, il faut de l'espoir. Après, on se dit aussi, comme c'était dit dans le film, que ces batailles, on n'a pas le droit de ne pas les mener. En fait, à l'époque dans laquelle on est, c'est vraiment la guerre. Et la guerre, il faut se battre, et donc il faut y croire, en fait. Une phrase plus on est du bon côté de l'histoire, donc forcément c'est un combat qui doit être mené jusqu'au bout, et il y aura toujours le combat à mener, quoi qu'il en coûte. Merci. Merci à tous.